Après sa mort en 1796, le prince de Ligne, un aristocrate belge, rend hommage à la tsarine de Russie en la surnommant Catherine le Grand. En masculinisant son nom, il voulait démontrer qu'elle avait été l'un des plus grands souverains du XVIIIe siècle. Arrivée au pouvoir par un audacieux coup d'État, cette petite princesse germaine, mariée au futur tsar de Russie, a pris en main son destin et celui du plus grand pays d'Europe. Elle a su le réformer, faire des conquêtes et apporter les lumières de France jusqu'au bord de la Neva. Catherine II le Grand, tsarine de toutes les Russies. Épisode 1, une princesse surdouée. Nous sommes en Russie le 13 septembre 1762. Catherine fait son entrée solennelle dans Moscou. Elle a 33 ans et elle règne seule depuis 2 mois sur le pays. Dans quelques jours, son couronnement parachèvera sa conquête du pouvoir. La tsarine est impatiente. Ce moment, elle l'attend avec ferveur. Toute la ville partage sa liesse. Des étoffes précieuses recouvrent les murs des immeubles qui bordent les rues où défile son cortège, formé de militaires en grande tenue et de nobles en vêtements brodés de pierres précieuses. Catherine salue la foule qui l'acclame depuis sa calèche ouverte. Parfois, entre 2 sourires aux moscovites, elle jette un coup d'œil inquiet à son fils assis à côté d'elle. Le petit Paul a bien failli mourir sur la route entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Le pauvre petit a été terrassé par la fièvre pendant presque 2 semaines. Il est toujours pâle et des quintes secouent par moments son corps chétif. S'il était mort avant le sacre, la légitimité de Catherine aurait été remise en cause. En quel honneur prétendrait-elle gouverner la Russie, elle, l'Allemande, si elle n'était pas la mère du tsarévitch, l'héritier du trône? Pourtant, Catherine a tout fait pour faire oublier son origine étrangère. Elle a l'âme plus russe que n'importe quel moujik, que n'importe quel paysan attaché à cette terre depuis des temps immémoriaux. 10 jours plus tard, le 23 septembre, Catherine, parée de son lourd manteau impérial, entre au son des trompettes dans la cathédrale de la Dormition du Kremlin. Les cloches se mettent à sonner. Au loin, des coups de canon résonnent. Dans la nef, l'archevêque Novgorod, accompagné de plusieurs dizaines de prêtres orthodoxes, tous de noir vêtus, viennent à sa rencontre. L'homme de Dieu lui tend une croix que Catherine baise respectueusement. Elle remonte ensuite la nef en s'arrêtant devant chaque icône pour se recueillir selon les rites orthodoxes. Après ses prières, elle prend place sur le trône près de l'autel. Son fils Paul s'assoit à ses côtés. Enfin, l'archevêque Novgorod s'approche avec l'imposante couronne de Russie pavée de 5000 diamants et de perles. Catherine la prend entre ses mains et la pose elle-même sur sa tête. On lui tend ensuite les régalias, les autres attributs du pouvoir impérial, le sceptre et le globe surmonté d'un saphir de 200 carats. Pendant toute la liturgie, elle se tient debout, bien droite, s'employer sous le fardeau de l'or et des pierres. Ces nouveaux privilèges d'autocrate lui rendent ces objets si légers. À sa naissance en 1729, Catherine II de Russie est baptisée Sophie Frédérique Augusta d'Anhalt-Zerbst. Son père appartient à l'aristocratie prussienne. Quand Sophie aura 13 ans, il héritera d'une petite principauté. Ses titres sont plus ronflants que ses cassettes ne sont garnies. La famille est presque pauvre en regard de son rang. La mère de Sophie, Jeanne-Élisabeth de Holstein-Gottorp, est la sœur du roi de Suède. Ses liens de parenté avec les souverains des cours d'Europe centrale lui permettront de trouver en temps utile un bon parti pour marier sa fille. Sa fille aînée, sa déception. Ah, si seulement Sophie avait été un garçon. Mais elle ne l'est pas, et elle est laide en plus d'avoir une santé fragile. Une longue maladie vers l'âge de 6 ans l'a forcée à rester alitée plusieurs semaines. Quand elle a pu se relever, sa colonne vertébrale formait un Z. Il a fallu lui faire porter un corset rigide qui l'immobilisait des hanches jusqu'au cou pendant presque 3 ans. La future tsarine devra sans doute à ce traitement de choc son magnifique port altier. Néanmoins, la princesse veille à ce que sa fille, qu'elle surnomme Fick, ait une excellente éducation. Fick est très vive, douée même. Elle apprend vite à parler parfaitement le français, c'est la langue internationale à l'époque, et se montre très pieuse, elle qui est élevée dans l'austérité du protestantisme. Alors oui, elle n'est pas jolie, mais son intelligence et son envie de plaire lui confèrent un charme irrésistible. Sa mère trouve que ces qualités sont l'expression de son orgueil. Enfin, vaniteuse ou non, il faudra quand même la marier.
La cour de Russie était régentée par une étiquette ancienne où le tsar, installé au Kremlin, était comme une icône, rigide, inaccessible, presque sacrée. Pierre Ier le Grand, le père de la tsarine Élisabeth, a commencé à moderniser son pays en s'inspirant des cours d'Europe occidentale et des monarques éclairés. Il a d'abord ajouté du prestige à ses fonctions en se faisant offrir par le Sénat le titre d'empereur de toutes les Russies. Il a ensuite envisagé sa fonction comme celle d'un serviteur de l'État. Alors oui, il restait un autocrate, son pouvoir était personnel et absolu, mais il voulait être assisté dans sa tâche par une nouvelle aristocratie hiérarchisée et disposée à l'aider à servir le pays. Désormais, les femmes n'étaient plus exclues des cercles de pouvoir, même si Pierre leur refusait toujours un rôle dans l'armée. Pierre le Grand est mort en 1725, satisfait d'avoir fait entrer la Russie dans le concert des nations. Après une période d'instabilité du pouvoir, sa plus jeune fille, Élisabeth, s'est emparée de la couronne par un coup d'état militaire sans néanmoins faire couler le sang. Elle a aussitôt fait enfermer le tsar Ivan VI dans une prison. Âgé d'1 an et demi seulement, celui-ci n'avait pas vraiment les moyens de lui résister. La tsarine n'a pas mis longtemps à affermir son pouvoir. Elle était un homme d'État avisé et une femme coquette tout à la fois. Sacré personnage qui fascine sans doute un peu notre jeune fille. Pour renforcer son pouvoir et assurer la continuité des Romanov, Élisabeth avait besoin d'un héritier. Voilà pourquoi elle a adopté son neveu Pierre de Holstein-Gottorp. Le pauvre garçon, orphelin très jeune, a été élevé par des précepteurs qui l'ont martyrisé et affamé. Il est alcoolique depuis qu'il a 10 ans et ne trouve de réconfort qu'auprès de ses poupées et de ses petits soldats de plomb. Il n'est pas taillé pour le pouvoir, mais au moins, il ne fait pas d'ombre à la tsarine. Élisabeth a quand même conscience qu'il va falloir lui trouver une femme solide. Et cette épouse idéale, c'est la jeune fille. La tsarine, qui a pourtant si mauvais caractère, s'entend tout de suite avec l'adolescente prussienne. Voilà comment les fiançailles de Fix sont conclues. Pour devenir un jour tsarine, la princesse doit devenir russe. Ce n'est pas un problème. Elle apprend parfaitement la langue de son pays d'adoption et se convertit à l'orthodoxie. À cette occasion, elle prend le prénom de Catherine. Le vilain petit canard Sophie, surnommé Fic, vient de se changer en cygne. Le mariage de Catherine et de Pierre est célébré le 21 août 1745. Le matin de la cérémonie, la tsarine vient voir Catherine dans sa chambre. Elle admire sa belle robe glacée d'argent, une jolie expression pour dire qu'elle est entièrement brodée de fils de métal. C'est très beau, mais aussi affreusement lourd. Pour être agréable à sa nouvelle nièce, la tsarine lui propose de se parer des bijoux de son choix. Elle peut même piocher parmi les siens. Enfin, elle place sur la tête de la nouvelle grande duchesse la couronne grand-ducale. Catherine peine à supporter le poids des étoffes et des bijoux. Sa couronne lui cause d'abominables maux de tête qui vont faire de cette journée un enfer. Mais elle n'aura pas le droit de l'enlever. Un mariage orthodoxe impérial obéit à des rites. Cette journée est un douloureux apprentissage pour Catherine. Hélas pour elle, sa nuit de noces ne sera pas plus douce. Elle attend des heures dans son lit que Pierre, ivre-mort, daigne la rejoindre. La suite, je sais que vous aurez du mal à le croire. Mais aussi incroyable soit-elle à entendre, je n'ai pas l'intention de vous la cacher. Après avoir fini ses beuveries avec les soldats, Pierre s'est allongé dans le lit à côté de Catherine. Et c'est alors que la gouvernante du grand-duc entre dans la chambre. Elle a les bras chargés de dizaines de poupées et de petits soldats qu'elle dispose sur le lit conjugal. Catherine, médusée, regarde le rituel du soir de la gouvernante et de Pierre. Elle finit par comprendre que son mari ne la touchera pas ce soir. Il ne la touchera peut-être même jamais. Dans les mois qui suivent, Catherine découvre la jeune cour de son époux. Tout n'est que distraction, chasse, bal, dîner. Quel ennui pour un esprit aussi brillant que celui de Catherine. Et puis la grande duchesse se rend compte que son titre n'est que de la poudre aux yeux. Les courtisans se détournent d'elle quand le favori de l'impératrice apparaît. C'est à lui qu'on fait des courbettes, pas à elle ni à son mari. Catherine accepte la dure réalité. Elle n'est qu'une figurante. Alors elle remplit son temps en lecture. Machiavel, Montesquieu, Voltaire, Tacite. Elle dévore tous les grands auteurs de l'Antiquité, de la Renaissance et des Lumières naissantes. Mais un homme va bientôt rompre la monotonie de ses jours studieux.
Le beau Sergueï Saltykov lui fait une cour assidue. Bon, alors au début, elle résiste. Et puis l'entourage de la tsarine lui fait comprendre qu'ici, en Russie, si elle prend un amant, ce n'est pas un drame, tant qu'elle tombe enceinte. Et oui, ça fait presque 10 ans qu'elle est mariée et personne ne pourrait dire si le mariage a été consommé ou non. Enfin, Catherine attend un héritier. Il est probable que Saltykov en soit le père, mais il faut reconnaître que l'enfant prénommé Paul aura un caractère aussi étrange que celui de Pierre. Tout ça pour vous dire qu'on ne saura jamais qui est le géniteur. Cette maternité ne va pas combler Catherine. La tsarine Élisabeth lui confisque quasiment son bébé pour se charger elle-même de son éducation. Pour la grande duchesse, Paul restera une sorte d'étranger pour qui elle ne développera aucune affection. Au tout début de l'année 1762, Catherine a 32 ans. Ça fait plus de 15 ans qu'elle ronge son frein dans cette cour où tout n'est que paraître et intrigue. Mais là, c'est évident, les choses vont changer, parce qu'Élisabeth d'elle va se laisser insulter par un homme qu'elle juge écervelé. Je vous raconte comment Catherine s'est vengée de son mari dans le second épisode de ce récit. À très vite. Catherine II de Russie a été la plus grande tsarine du XVIIIe siècle. Cette princesse allemande, mariée à l'héritier du trône de Russie, a pris le pouvoir par un coup d'État et a su le garder pendant plus de 30 ans. À la fin du premier épisode, je vous racontais comment son mari, le tsar Pierre III, la malmenait depuis qu'il avait goûté au pouvoir. Quelle grossière erreur de la part d'un homme que Catherine juge écervelé. Catherine II le Grand, tsarine de toutes les Russies, épisode 2, une tsarine à la hauteur de sa tâche. Doura, idiote en russe. Pierre III, le tsar qui dort avec ses poupées et ses petits soldats, a osé traiter sa femme d'idiote en public. Évidemment, Catherine est blessée. Mais il y a pire, ce manque de respect est un signal. Le souverain pourrait la répudier pour épouser sa maîtresse, Elisabeth Vorontsova, une aristocrate atrocement vulgaire qui partage sa passion des jeux d'enfants et de l'alcool. La tsarine se sait en danger. Il faut maintenant agir ou subir. Et Catherine préfère agir. La voilà qui tisse des amitiés avec tous les aristocrates mécontents de la politique philo-germanique de Pierre III. Ils ne sont pas difficiles à trouver, on en croise dans chaque coin du palais. Mais la tsarine sait aussi qu'elle a besoin de soutien dans l'armée et elle va en trouver chez les frères Orlov, deux officiers ambitieux issus de l'aristocratie. Grigori Orlov est l'amant de Catherine depuis 2 ou 3 ans déjà. Ils auraient même eu un fils bâtard. Les frères Orlov sont l'un des pivots de la conjuration de Catherine. Dans les jours qui précèdent l'exécution du coup d'État, ils achètent la fidélité d'une centaine de militaires du régiment Préobrajenski, un corps d'élite servant de garde au tsar, ainsi que d'autres soldats dans le régiment Ismaïlovski, formé par l'infanterie de la garde impériale. En s'appuyant sur l'armée et l'Église, Catherine entend se faire proclamer tsarine sans faire couler le sang, exactement comme Élisabeth Ier l'avait fait 21 ans plus tôt. Pour Catherine, le 28 juin 1762 est un grand jour. La tsarine quitte le palais de Peterhof escortée par les officiers conjurés. Elle fait une allocution devant le régiment d'élite Préobrajenski qui résiste aux ordres de Pierre III en continuant à porter l'uniforme traditionnel russe et non celui des Prussiens. La jeune souveraine promet de prendre le pouvoir pour sauver la Russie d'un rapprochement fatal avec la Prusse. Elle sera au service de son pays et de la foi orthodoxe. Elle est immédiatement acclamée par les militaires. Certains officiers enlèvent leurs vestes ou leurs accessoires pour lui permettre de s'en revêtir. Désormais habillée en général, Catherine est prête à prendre la tête de ses hommes. Parmi ses plus fervents soutiens dans les rangs de ses soldats, elle remarque un charmant officier. Elle aurait dit qu'il était trop beau pour n'être que lieutenant, qu'il fallait le faire capitaine. Ce jeune officier, qu'elle oublie aussitôt après l'avoir complimenté, s'appelle Grigori Potemkin. Il jouera un grand rôle dans sa vie. Mais attendez, je vous raconte ça plus tard, parce que là, on vient de commencer un coup d'État et il faut absolument le finir. Après cette acclamation par l'armée, la tsarine putschiste se rend à Saint-Pétersbourg, escortée par ses soldats où elle se fait reconnaître par le clergé dans la cathédrale de Kazan. Elle est ensuite confirmée dans sa nouvelle fonction par l'aristocratie au palais d'été, puis elle prête serment au palais d'hiver.
Elle a renversé Pierre III si facilement. Mais en tant que femme, son meilleur atout pour légitimer sa prise de pouvoir est son fils Paul. Elle ne sera pas pour autant sa régente. C'est elle qui régnera, et elle transmettra sa couronne au tsarévitch après sa mort. Tout ça ne suffit pas. Pour finir le coup d'État, il faut arrêter Pierre, le souverain destitué. Accompagnée de 40 officiers et de 10 000 soldats, Catherine II de Russie, toujours vêtue de l'uniforme du régiment Préobrajenski, marche sur le palais d'Oranienbaum à Kronstadt, où Pierre se trouve avec sa maîtresse. Là, on l'oblige à abdiquer. Piteusement, il demande l'autorisation de partir pour la Prusse. Il promet de ne rien tenter pour reprendre le pouvoir. Prudente, Catherine le fait exiler à Ropcha, à une 50aine de kilomètres de Saint-Pétersbourg, où il restera en résidence surveillée. Quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre qui lui annonce le décès de Pierre III. Catherine éclate en sanglots. Elle ne voulait pas faire tuer son mari. Quelqu'un a pris cette décision sans l'en avertir, et il semblerait que ce soit Alexei Orlov, le frère de son amant. Dans le fond, c'est peut-être mieux comme ça. La tsarine se bornera à dire que Pierre III est mort d'un transport au cerveau, maladie mal définie sur laquelle personne ne posera de questions. La Russie n'a plus qu'une seule autocrate. C'est Catherine la Grande, et elle est couronnée au Kremlin en septembre 1762. La tsarine s'est battue pour le pouvoir. Maintenant, elle veut l'exercer en poursuivant l'œuvre de modernisation de la Russie entamée par les premiers Romanov. Elle décide de s'attaquer à l'épineuse question des serfs pour moderniser l'économie du pays. En Russie, au XVIIIe siècle, et cela depuis le Moyen-Âge, les paysans sont des serfs, des travailleurs attachés à la terre et qui sont donc les propriétés de ceux qui possèdent le sol. Maltraités, affamés, les paysans n'arrêtent pas de se révolter, mais l'aristocratie est attachée au servage parce que c'est la source de sa richesse. En tant que souveraine éclairée, Catherine veut réformer le pays en s'appuyant sur les intellectuels. À la fin des années 1760, elle demande à la nouvelle société libre d'économie de réfléchir à la question du servage. Si la terre appartient aux paysans, est-ce qu'elle permet de générer plus de profits? Qui travaille mieux? Les serfs ou les paysans libres? Mais toutes les discussions tournent mal parce que les aristocrates sont farouchement opposés à la fin du servage. La grande réforme de Catherine tombe à l'eau. Mais peu importe, elle se bat sur d'autres fronts, y compris sur des fronts militaires. À la même époque, Catherine commence à se lasser de Grigori Orlov. Il est volage, et surtout, il ne cesse jamais de lui faire sentir qu'elle lui doit le pouvoir. Mais la tsarine a déjà remarqué un autre Grigori. Le beau Potemkin, rencontré le jour de son coup d'État, s'est élevé dans l'armée grâce à ses qualités. Il devient le nouvel amant de la reine, et même son grand amour, au point d'accepter de l'épouser morganatiquement. C'est-à-dire que le mariage est officiel sur le plan religieux, mais officieux sur le plan social. C'est un secret si vous préférez, mais les sentiments sont bien là. Comme Potemkin l'écrit dans ses lettres, il est prêt à verser son sang pour sa gloire. Et il va en avoir l'occasion, car Catherine la Grande est une reine de guerre. Elle souhaite étendre son territoire vers l'ouest pour avoir un accès à la mer Noire, ce qui implique des conquêtes sur les territoires polonais et ukrainiens. En réalité, ce qu'elle appelle son projet grec va bien au-delà. Elle veut reconstituer une partie de l'ancien empire byzantin au profit des Romanov, mais pour ça, il faut reprendre des terres sous domination ottomane depuis plus de 3 siècles. La guerre contre les Turcs a été préparée par une longue entreprise de déstabilisation. Des agents russes infiltrés sur les territoires convoités poussaient depuis des années les peuples d'Europe centrale à la révolte contre les Ottomans. Et de fait, en Ukraine, une partie de la population voudrait rejoindre l'orbite russe. Oui, je sais. Ce que je vous raconte vous paraît très contemporain. Mais tout ça se passe au XVIIIe siècle, et c'est une vieille histoire que la Russie ne cesse de reproduire. À partir de 1768, les offensives russes sont couronnées de succès jusqu'à Bucarest. En 1771, les menées vers le sud aboutissent à la prise complète de la Crimée. L'Autriche et la Prusse commencent à s'inquiéter de l'expansion russe. Pour régler ce problème, Catherine choisit la voie diplomatique. En 1772, la Russie, l'Autriche et la Prusse se partagent la Pologne. Quelques mois plus tard, de nouvelles négociations mettent fin à la guerre contre les Turcs. Catherine a désormais la main sur les territoires autour de Kherson. Les pourtours de la mer d'Azov sont censés devenir indépendants, mais Catherine annexe finalement la Crimée en 1783.
Elle fonde la ville de Sébastopol et amorce une politique de peuplement chrétienne en y envoyant des Russes et des Ukrainiens. Les Tatars, les habitants musulmans d'origine turque de Crimée devenus minoritaires, finissent par être persécutés. Quelques années après l'annexion de ce territoire, Catherine II fait une visite en Crimée. On raconte que Potemkine, son amant, aurait voulu lui cacher la misère de la région en construisant des décors sur le passage de son cortège qui devaient cacher la misère des villages traversés, d'où l'expression de « village Potemkine » créée en Allemagne pour désigner ces constructions en trompe-l'œil au service d'une propagande. Mais étendre le territoire de la Russie n'est évidemment pas le seul objectif de la tsarine. Ouverte à la culture et au progrès, elle promeut tout ce qui peut apporter de la modernité. Sur le plan de la santé d'abord, elle favorise la généralisation de la variolisation pour résister aux épidémies souvent mortelles de variole. Sur le plan culturel, elle amène les Lumières en Russie. Elle tisse des liens privilégiés avec l'encyclopédiste Diderot boudé à Paris par Louis XV. Elle le reçoit même pendant une année dans sa cour. Elle cherche aussi à faire venir Voltaire, avec qui elle a une correspondance soutenue. Mais fâché d'avoir servi de divertissement à Frédéric II de Prusse, le philosophe refusera toujours de se déplacer à Saint-Pétersbourg. Réformatrice, guerrière, progressiste, Catherine la Grande mérite bien son épithète. Elle est souvent admirée et crainte dans les cours européennes. Mais comme elle est une femme, ses ennemis vont tenter de salir sa réputation. Les mauvaises langues ont fait d'elle une nymphomane qui aurait eu une chambre d'amour secrète remplie d'œuvres d'art pornographiques et de jouets érotiques. Je vous le dis tout de suite, aucun historien sérieux ne peut prouver l'existence de cette pièce. Cependant, c'est vrai que Catherine était une amoureuse. Elle avait besoin d'avoir un homme dans son lit. Elle n'avait pas envie d'un harem, mais d'un partenaire capable de la combler émotionnellement et physiquement une fois ses longues journées de travail terminées. Les années passant, le désir s'est flétri entre Catherine et Grigory Potemkine. En époux prévenant, comme Madame de Pompadour l'avait fait pour Louis XV, le bel officier vieillissant part à la recherche de jeunes soldats fringants à mettre dans le lit de sa femme. Ces jeunes hommes étaient parfois débourrés par des amis de la tsarine, si vous me passez cette comparaison équestre. Même si certains d'entre eux ont été fascinés par Catherine, devenue avec le temps une petite femme mûre au charme décuplé par son assurance, beaucoup ont profité des largesses qu'elle leur prodiguait. Avec ses favoris, les rapports sont plus simples qu'avec son fils. Catherine et Paul se détestent. Le tsarevitch est faible et versatile, comme Pierre III, dont on ne saura jamais s'il était son père ou non. En revanche, la tsarine adore son petit-fils, Alexandre, qu'elle a confisqué à son fils et à sa belle-fille, comme Élisabeth l'avait fait avec Paul. Le peu d'estime qu'elle a pour son fils la conduit à penser qu'il fera un mauvais souverain. Elle tente donc de l'écarter de sa succession au profit d'Alexandre. Dans les derniers jours de sa vie, alitée après un probable AVC, elle ne songe qu'à déshériter son fils. Mais son Alexandre n'a pas 20 ans et il n'est pas particulièrement attiré par l'exercice du pouvoir. La gestion de sa succession est dans l'impasse. Catherine déprime. Le 5 novembre 1796, après être parvenue à se lever le matin, la tsarine de 67 ans gagne sa garde-robe après avoir pris un petit déjeuner. Comme son chambellan, un domestique attaché à cet appartement, ne la voit pas revenir, il se met à la chercher partout et la découvre inerte sur le sol. Comme personne n'arrive à la porter jusqu'à sa chambre, on la fait glisser sur un matelas, puis on lui inflige une saignée, prélude d'un coma qui va durer quelques heures. Les principaux dignitaires s'inquiètent. À qui devront-ils prêter allégeance quand elle sera morte? À Paul ou à Alexandre? Mais Paul prend les choses en main dès qu'il apprend que sa mère agonise. Il commence à préparer sa prise de pouvoir avant même qu'elle ait poussé son dernier soupir le jour suivant. Dans les heures qui suivent le décès de sa mère, Paul Ier exige que les aristocrates lui prêtent serment au palais d'hiver. Après ce geste fondamental pour lui assurer sa couronne, il organise les funérailles de sa mère et il opte pour une étrange mise en scène. Il fait déterrer les restes de Pierre III et oblige Alexis Orlov, son assassin présumé, à faire partie du cortège qui ramène la dépouille du tsar destitué auprès du cadavre encore frais de Catherine. Il fait ensuite inhumer son père et sa mère ensemble dans la nécropole des Romanov. Paul entendait rappeler ainsi que, sans Pierre III, son époux, il n'y aurait pas eu de grande Catherine. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot.
À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la coordination des partenariats, Marie Corpet. Et moi, votre dame de la plume qui murmure à vos oreilles, je vous donne rendez-vous très bientôt sur votre plateforme d'écoute favorite.